suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Raphaël. Merci Pierre d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Sésame Asie. Donc Pierre Poignant, tu es CEO et cofondateur de Branded, le nouveau projet sur lequel tu travailles. La promesse de Branded, c'est « We take your Amazon brand to the next level », mais tu vas nous expliquer dans un instant qu'est-ce que ça veut dire. Tu es bien connu pour avoir également été COO et cofondateur puis CEO de Lazada, une plateforme de e-commerce très connue sur la région. On peut dire que c'est le Amazon d'Asie du Sud-Est, peut-être pour résumer. On a d'ailleurs parlé à plusieurs reprises de toi sur le podcast, donc très heureux de t'avoir aujourd'hui. Il y a certains de nos invités qui faisaient partie, je crois, de ce qu'on appelle la French Mafia de Lazada. Il y avait quelques talents chez vous, peut-être formés à Singapour, qui ont essaimé sur la région et qui ont fait des belles réussites et que j'ai eu l'occasion de recevoir. Mais pour commencer, Pierre, je vais te demander de te présenter brièvement et de me dire avec tes propres mots qu'est-ce que c'est que Branded. Merci Raphaël. Alors moi je suis effectivement français. Je suis breton d'origine. J'ai fait mes études, partie de mes études aux US où il se trouve que j'ai rencontré mon épouse qui est singapourienne. Donc c'est ce qui m'a amené en Asie en fait en 2009. J'ai fait une première partie de carrière dans le conseil chez McKinsey et ensuite en 2012 effectivement j'ai lancé Lazada. Je faisais partie de l'équipe de cofondateurs de la plateforme qui a été racheté par Alibaba en 2016-2017 et dont je suis devenu le CEO 2018-2020. Et là, depuis l'été 2020, je travaille sur un nouveau projet qui est de lancer une plateforme, un groupe qui va en fait acquérir et développer des marques sur Amazon. On est en train de construire la nouvelle génération de consumer goods company. Qui soit online, multiplateforme et global. Et on se focalise au début beaucoup sur les marques Amazon que évidemment on veut acquérir et puis faire croître exponentiellement au sein de notre groupe. Ok, d'accord, très bien. On va détailler ça, là, c'est des sujets passionnants, mais pour commencer, redis-nous un peu le début, comment t'es arrivé en Asie. Donc là, je sens qu'il y a un lien avec ton épouse singapourienne que tu as citée, tes débuts en Asie et comment ça s'est passé jusqu'à arriver à la création de Lazada, comprendre un peu les origines de tout ça, quoi. Oui, alors effectivement, donc comme je disais à l'instant, j'ai rencontré mon épouse aux États-Unis. On était tous les deux au MIT très rapidement, en fait, donc j'ai passé beaucoup de temps en Asie du Sud-Est dès 2001-2002. Et très rapidement, je suis tombé dans le e-commerce. En fait, j'ai commencé, c'était à l'époque, début des années 2000, où il y avait une explosion de eBay. À ce moment-là, j'ai en fait rencontré des sellers à Singapour qui vendaient des produits autour du monde via la plateforme eBay, donc des montres notamment, et ce type de produits. Et j'ai commencé avec mon épouse, on a ouvert une shop sur eBay et on importait de l'électronique de Singapour en France. Donc on a fait ça pendant plusieurs mois et puis ensuite en fait on a arrêté, ça nous a beaucoup plu, mais moi je suis parti dans le conseil chez McKinsey. C'est ça, parce que je me disais tout de suite, tu as fait voilà. MIT, Polytechnique, mais à côté de ça, vendre sur eBay, on peut faire ça sans diplôme. Donc, c'est quoi, tu as été repris un peu par ton profil et les opportunités qu'il y avait? Comment ça s'est passé, quoi? Oui, alors pour la petite histoire, en fait, il y a eu des changements de politique sur la plateforme eBay. C'était un peu le Far West quand on a commencé. Et il y a eu... et en fait, ça a un petit peu changé le business model. Donc, il aurait fallu que je change de produit, etc. Donc, ça avait moins d'intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'on a
on a regardé à faire autre chose. Tu as été victime des plateformes avant de créer ta propre plateforme. Parce que bon, c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder, bien sûr, les plateformes et la relation avec c'est une relation compliquée. On en a déjà avec parlé les vendeurs, exactement. Avec les vendeurs. Donc, bonne introduction. Exactement. Et donc ensuite, on a bougé à Singapour en 2009. En 2012, j'ai quitté le conseil. J'ai regardé tout simplement à une aventure un peu plus entrepreneuriale dans l'univers digital qui était en pleine ébullition à l'époque à Singapour, en Asie du Sud-Est. Ça commençait tout juste avec l'arrivée de Rocket Internet, toutes les plateformes dont on entend aujourd'hui le nom comme Grab, Gojek, Tokopedia, Lazada se sont toutes lancées à cette époque. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le CEO de Lazada qui s'appelait Max. Et j'ai rejoint son équipe en 2012, tout simplement, en tant que CEO, pour lancer, à l'époque, on voulait lancer l'Amazon de l'Asie du Sud-Est. Bon, au final, comme on s'est fait racheter par Alibaba, on a plutôt délivré l'Alibaba d'Asie du Sud-Est. Mais voilà, donc ça, c'était 2012. Mais décris-nous un peu l'ambiance à l'époque, quoi. Lazada était à ses tout débuts, c'était vraiment une start-up bouillonnante, c'était comment? Ouais, alors en Asie du Sud-Est, à l'époque, il n'y avait pas vraiment l'économie digitale commençait juste, c'était en pleine ébullition et en fait, il y avait très très peu d'infrastructures. Donc, par exemple, il n'y avait pas vraiment de paiement, logistique, tout était complexe. Et en e-commerce, donc là, je parle de 2011-2012. La plupart des transactions étaient faites sur des sites de C2C, consumer, un petit peu comme Le Bon Coin en France, où les gens, pour récupérer leurs produits, en fait, se rencontraient. Une grande partie des transactions étaient conclues offline. Donc, les gens se rencontraient au métro, BTS en Thaïlande, par exemple, pour échanger le cash et les produits. Et donc, nous, on est arrivé j'ai connu ça en France aussi, il y a peut-être 15-20 ans en France, il y a 20 ans facile. Exactement. Et nous, on est arrivé avec une plateforme qui s'occupait des paiements, de la logistique, qui vérifiait la qualité des produits. On se focalisait beaucoup en électronique à l'époque. Et ça a très bien marché parce qu'on avait une proposition de valeur qui était beaucoup plus efficient et convenient pour les clients d'Asie du Sud-Est dans tous les pays. On a commencé une croissance très forte, ce qui nous a permis d'être leader assez rapidement, de lever pas mal d'argent. On a eu Temasek en 2014, par exemple, qui nous a fait le plus gros funding round à l'époque de la région. Et puis en 2016-2017, on a été racheté par Alibaba. Parce que c'est ça, un total de 600 millions de levées, c'est ça le chiffre avant le rachat ou juste pour donner un ordre de grandeur. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, et puis je crois que on communiquait pas beaucoup là-dessus. Un ordre de grandeur. Mais voilà, ça donne déjà une référence. 600 millions, c'est. Voilà, on a dû toucher le milliard. Voilà. Et donc, j'allais juste te demander, là, tu citais donc comme les éléments clés qui t'ont permis peut-être de te différencier, d'avoir ce succès. Tu as cité donc le paiement, donc d'offrir une solution de paiement pratique, c'est ça? Parce que même aujourd'hui, je crois que le cash on delivery, ça reste une pratique assez courante dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Le paiement et la logistique. Et toi, tu t'occupais en tant que CEO, c'était vraiment tes domaines quelque part. Oui, alors faut aussi, j'ai cité les produits qui sont très importants. La base du e-commerce, c'est l'offre. Et donc avoir des produits sur notre plateforme qui correspondaient aux besoins clients, dont on vérifiait la qualité, ça c'était très très important et au bon prix, évidemment. Donc ça c'est la base du e-commerce. Et ensuite on a supporté ça avec une offre de paiement. Donc on a été les premiers à construire un réseau de cash on delivery qui soit sur l'ensemble d'Asie du Sud-Est et qui couvrait quasiment 95% des clients. Et puis on a mis en place un réseau logistique à la fois en propre et à la fois en utilisant une collection de 3PL dans la région qui permet d'avoir un service qui était de très bonne qualité au client final. D'accord, parce qu'on parle donc de couvrir toute l'Asie du Sud-Est, donc ça part de Singapour, mais c'est quoi? Il y a Malaisie, Indonésie, Thaïlande. Exactement. Encore un peut-être, non? C'est 600 millions de personnes. Indonésie, Malaisie,
Et des pays où c'est pas évident de Taïwan, livrer, Vietnam. quoi. Enfin, les Philippines, c'est un archipel d'îles et c'est un pays qui reste en développement. Enfin, donc j'imagine que d'offrir un site, donc c'est peut-être de là la décision de faire son propre système de logistique, quoi, pour arriver à être efficace pour livrer les colis à l'heure, quoi. C'est ça la logique, quoi. Exactement. Alors après, dans tous ces pays, en fait, il y a une très grosse concentration de la demande dans les major métros, surtout au début en D'accord, 2012-2013. ouais, c'est là que se Donc situe le sur marché quand même. Manille, Ouais. voilà. Donc quasiment 50% de la demande était dans les 50-60 dans les grandes métropoles d'Asie du Sud-Est. Mhm. Mais est-ce que c'était pas une prise de risque de développer un service logistique? Parce que bon, une fois que ça marche, etc., a posteriori, ça semble logique, mais sur le coup, non, ça semblait pas un risque de se dire peut-être qu'on investit là-dedans et qu'on va se planter, quoi. Je pense pas que c'était. Alors on réfléchit pas tellement comme ça en fait. On a ce qu'on voulait, c'est établir une confiance, la confiance des clients. Et c'était ça et parce qu'il y avait beaucoup de scams à l'époque en e-commerce et donc établir la confiance c'était très important. Donc on a passé sur que ce soit sur l'offre, sur checker la qualité, les paiements, la logistique, tout ça faisait partie d'une proposition de valeur qui était un petit peu globale. Mhm. C'est comme ça qu'on a réfléchi, Raphaël. D'accord, ok, ouais, non, ça j'imagine bien pour avoir connu aussi les débuts de l'e-commerce en Chine. C'est sûr que d'assurer à la fois la qualité, que les produits soient vrais, etc. Ça devait être assez clé. Et donc tu as commencé à citer à la fois ces levées de fonds successives, le rachat par Alibaba. Donc tout ça, c'est des dossiers où tu étais vraiment de front là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans les détails? Ouais, alors on a les levées de fonds, c'est pour construire une plateforme comme Lazada. L'accès au capital est absolument critique. Donc, dès le début, on a parlé à beaucoup d'investisseurs qui expliquaient ce qu'on faisait. En fait, souvent, surtout pour les grosses levées, les investisseurs commencent à discuter avec nous plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'on conclue qu'on parle d'un investissement. Donc, par exemple, Mhm. Alibaba, on les a rencontrés dès 2013, la première fois, donc quasiment ou 2013-2014, donc quasiment 3 ans avant qu'on fasse le deal. Et donc, on leur a expliqué ce qu'on faisait, quels étaient nos objectifs, etc. Et puis, et quand ils ont vu qu'on se développait bien, qu'on se développait par rapport à notre plan, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire un investissement. Mhm. Et donc ça, ce sont des choses qui se construisent dans le temps. Donc pour Alibaba en particulier, nous on a commencé à vraiment parler d'un rachat en 2015. Je me souviens, on était allé les rencontrer à San Francisco. D'ailleurs, c'est là où on les a rencontrés. Et on a passé une journée ensemble à expliquer quels étaient nos plans, qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'on avait fait. Et donc c'était le début de de ce processus d'achat qui s'est conclu en 2016-2017. C'est un dossier où Jack Ma rentre dans la boucle à un moment? Ah, ça, forcément, vu le niveau d'investissement, mais on Ouais. n'a pas été en direct, on n'a pas été en direct avec lui là-dessus. D'accord, ok. Et c'est des négociations, enfin, je veux dire, ça se passe assez simplement ou il y a des rebondissements, comment ça se passe, quoi? Ouais, alors c'est comme tout processus d'investissement, de M&A, donc À un ce qui autre est niveau, quoi. C'est ça important, que je pense voilà, qu'on a pas mal ce qui est d'auditeurs qui ont levé 1 million. Je pense que tu es peut-être le seul là à ce niveau-là, donc c'est pour ça que. non, c'est donc on se met d'accord sur je pense qu'il n'y a pas conceptuellement, il n'y a pas beaucoup, il y a pas de différence énorme avec un plus petit deal quelque part Mhm. entre, je dirais, la due diligence était beaucoup plus longue, beaucoup plus très très intense. Donc c'est une due diligence qui a duré quasiment 2 mois. Ils ont visité tous les pays, fait beaucoup d'interviews, et puis après, il y a une négociation qui, je dirais, comme tous les processus de M&A, avec ses rebondissements, ses temps forts, ses temps bas, etc., avant de conclure le deal. Mhm. Ok, d'accord. Et avec le côté de dealer avec une entreprise chinoise, enfin déjà toi, tu étais CEO, donc à l'époque, tu étais déjà CEO, parce que tu étais CEO et CEO, mais donc tu travaillais pour une entreprise, enfin, tu étais à un poste de responsabilité dans une entreprise en Asie, quoi, ce qui est assez rare à ce niveau-là. Je crois que tes prédécesseurs et tes successeurs
étaient tous asiatiques, si je me trompe pas, au poste de CEO de Lazada. Donc comment ma question est double, quoi. À la fois comment ça se passe d'être cet occidental, tête d'une grosse entreprise comme ça en Asie, même si Singapour est très international. Et est-ce que ça t'avait préparé à la négociation avec une entreprise chinoise? Et on sait de réputation, on en a parlé pas mal sur le podcast, que de négocier sur des rachats, des JV et autres avec des entreprises chinoises, c'est pas toujours simple, quoi. Oui, alors là, il y a plusieurs questions. Ouais, oui. Je te laisse un peu dépatouiller ma question multiple. Donc, le premier point, c'est que sur l'Asie du Sud-Est est très différente de la Chine. Donc, c'est l'Asie, bien évidemment, mais c'est pas la culture mainland chinoise. L'Asie du Sud-Est, c'est une région extrêmement diverse et variée. Et donc, ou par exemple, c'est ce que je dis. Juste pour donner quelques petits chiffres, par exemple, en diversité culturelle, il y a les 3 plus grandes religions du monde qui sont en Asie Sud-Est. On a des langages extrêmement différents, des alphabets différents. Il y a des systèmes politiques différents, des histoires différentes, des histoires coloniales différentes. On a des géographies extrêmement variées entre des îles, des péninsules. Et on a l'Indonésie, par exemple, entre Aceh et Papua, c'est la même distance que entre Seattle et Miami. Donc c'est des géographies extrêmement importantes. En Indonésie, sur Java, c'est une île, il y a plusieurs centaines de millions plus d'une centaine de millions de personnes qui vivent dans un endroit extrêmement densément peuplé. Il y a des endroits très peu peuplés, donc c'est très très varié. Et quelque part, en fait, c'est une région carrefour, surtout Singapour, où il y a eu une présence occidentale depuis des centaines d'années. Et donc, opérer en tant qu'occidental ou européen, je vais pas dire que c'est assez naturel, parce que on opère dans la diversité, dans le multiculturel, avec des langues différentes, et quelque part c'est assez naturel. Alors en Chine, c'est très différent, parce que la Chine, c'est un continent, c'est une nation, c'est une histoire, c'est un peuple, c'est un langage, c'est beaucoup plus uniforme et très différent de l'Asie du Sud-Est. Donc, alors oui, évidemment, être dans la culture, dans une culture asiatique, ça aide. Mais après, quand j'ai commencé à travailler en tant que CEO de Lazada, j'étais au management committee d'Alibaba, donc on était une trentaine. Tous les direct reports du CEO, donc de Daniel Zhang, et il y avait 2 occidentaux dans la salle, et toutes les discussions se font en chinois, donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre lors du chinois ou travail s'adapter à la situation. Le chinois. Voilà, tu parles le chinois? C'est beaucoup dire, mais un tout petit peu. Alors, mon épouse et mes enfants parlent chinois, donc c'est plutôt un aspect familial que professionnel, je dirais. D'accord, ouais. Et sur le côté diversité, justement, tu nous parles de la diversité de l'Asie du Sud-Est et dans le développement de Lazada. Est-ce que tu peux nous parler peut-être justement comment vous êtes développé sur ces différents marchés, leurs spécificités, comment vous êtes adapté globalement? Alors, oui, alors c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais en fait, les marchés sont assez différents. Alors, en même temps, c'est l'Asie du Sud-Est, donc tu as des points communs sur l'importance des réseaux sociaux, l'importance de shopping, tout ce qui est l'aspect entertaining du shopping et du commerce, c'est très important. Il y a les catégories il y a des catégories qui marchent très bien dans tous les pays. Voilà, donc il y a quelques points communs. En même temps, il y a aussi des grosses différences. Donc, au Vietnam, 95% des transactions sont cash on delivery, tandis qu'à Singapour, pour prendre l'opposé, c'est 100% des transactions sont digitales. Donc, il y a aux Philippines, c'est un archipel. Pareil en Indonésie. En Thaïlande, c'est juste une landmass. Donc, il y a quand même des grosses différences entre pays. Et pour ça, en fait, oui, il faut s'adapter. Il faut avoir, je dirais, un modèle commun qui puisse avoir des synergies sur les géographies. Et puis après, adapter le modèle dans chacun des pays, que ce soit en termes d'offres, en termes de logistique, de paiement, de customer care, etc.,
Et ça, donc c'est un travail. Je dirais, il y a pas de, je dirais, il y a pas de silver bullet. C'est beaucoup de travail en détail, Raphaël. Ouais, non, tout à fait. Non, non, je renvoie à des épisodes avec Thibaut Brière ou Alice Bézemi, aussi de Singapour. On a un peu abordé les mêmes sujets, donc c'est intéressant. Alice nous parlait d'ailleurs de l'émergence d'un consommateur moyen quand même à travers l'Asie du Sud-Est, donc ça rejoint un peu ce que tu dis, qu'il y a des différences, mais on retrouve des similitudes. Mais après, pour se placer un peu dans la peau de certains de nos auditeurs qui ont des marques ou qui ont des business qui veulent étendre à travers l'Asie du Sud-Est, comment utiliser par exemple un Lazada si on a un produit à vendre et efficacement le vendre ce produit à travers tous ces différents pays, quoi. Est-ce que c'est le bon outil? Oui, alors aujourd'hui, en Asie du Sud-Est, les plateformes, je dirais, prennent un rôle extrêmement dominant dans le e-commerce. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 95% ou 95% des transactions sont via le mobile en Asie du Sud-Est. Et quand c'est des transactions mobiles, souvent en termes de discovery, de parcours client, passer par des apps est beaucoup plus naturel pour les clients. Donc les plateformes, les grosses plateformes apps prennent un rôle prédominant dans le commerce. Donc ça, on parle donc de Lazada et des autres concurrents directs de e-commerce. Donc on a Mais Shopee, aussi, il y a des par exemple, plateformes Shopee, il y a Tokopedia, etc. Il y a aussi des plateformes type Grab, Gojek qui sont sur certains produits, notamment les groceries, FMCG, qui ont une offre. C'est ce qu'on appelle le quick commerce, par exemple. Et puis, bien évidemment, il y a les plateformes sociales qui jouent un rôle prépondérant, donc comme Facebook, TikTok, ou même les plateformes de type WhatsApp, où il y a du commerce dans des groupes WhatsApp qui se passent. Tout ce type de transactions sont souvent servies par des sites un peu propres, on dirait direct to consumer, comme qui arrivent en fait en bout de parcours client pour la conversion. Donc, mais pour lancer sa marque, voilà, il faut lancer sa marque sur les plateformes. Ça, c'est important. Et ensuite, je dirais, il faut l'Asie Sud-Est, c'est assez facile de se disperser un petit peu. Ce qui est important, c'est surtout pour gérer une marque petite ou moyenne, c'est de sélectionner un marché et peut-être de craquer un marché en premier avant de regarder à s'étendre. Et pour une marque, il y a énormément de partenaires qui peuvent vous aider. Faut sélectionner un partenaire, craquer un marché et après s'étendre sur les autres pays avec ce partenaire. Donc, par exemple, moi, je donnerais comme conseil de regarder en particulier la Thaïlande et ou l'Indonésie comme premier marché. Alors, c'est les plus gros marchés de e-commerce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le plus gros marché de e-commerce en Asie du Sud-Est, qui ont des caractéristiques assez différentes. Et donc, en fonction de la marque, du positionnement, on peut sélectionner un des deux marchés comme une base pour une future expansion dans la zone. Voilà. Ouais, de ce que j'entends, ouais, il y a tout un écosystème à gérer, quoi, sur chaque marché. Après, ça veut dire qu'il faut aussi gérer les réseaux sociaux, etc. Lazada, d'ailleurs, c'est des sites dédiés, je crois, à chaque pays. Donc, ouais, il y a sûrement une logique de trouver un partenaire qui va s'occuper de tout ça dans chaque pays, quoi. Et pour nous éclairer un peu plus sur l'écosystème, alors toi, quand tu étais à la tête de Lazada, face à la concurrence, donc face à Shopee, tu as cité aussi Tokopedia, c'est ça? Exactement. Quel était votre positionnement? Quelles étaient un peu les différences entre ces différentes plateformes? Comment elles se positionnaient? J'imagine qu'il y avait une certaine lutte pour prendre le marché quelque part. Oui, alors c'est un marché qui est en extrêmement forte croissance, donc il y a beaucoup de c'est les années qui sont là sont critiques pour je dirais prendre des parts de marché. Donc Lazada, on s'est beaucoup positionné sur je dirais trusted platform, donc avec toute notre toute la logistique, les paiements, la fiabilité de la livraison, les règles de gestion des marchands. Donc ça c'est très très quelque chose qui revient dans beaucoup de je dirais même de survey qu'on fait, survey client, qui est lié à ce qu'on avait au lancement de la plateforme, et qu'on voit toujours à ce jour dans
de comment les clients perçoivent notre plateforme. Ensuite, Lazada s'est beaucoup développé ces derniers temps sur, je dirais, deux choses. La première, c'est avoir une plateforme qui est très entertaining. Donc, c'est le Shop Entertainment. Donc, si vous allez sur l'app, vous verrez, il y a des offres de live streaming, il y a des offres des jeux, il y a toute une série il y a des features sociales, il y a toute une série de possibilités qu'offre la plateforme pour que le client puisse interagir avec les sellers ou interagir avec la plateforme. Donc ça, c'est un point sur lequel on se différencie. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est Lazada aujourd'hui, c'est empower par la technologie d'Alibaba. Donc en termes de capacité à offrir avoir une offre très importante et des millions de sellers et d'arriver à gérer tout ça de manière efficace, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, très fort. C'est un point fort de la plateforme. D'accord. Et justement, on avait un peu abordé le sujet au tout début, le côté relation avec les clients. Donc, on est sur une plateforme, c'est-à-dire que tu dois gérer à la fois la relation avec tes vendeurs d'un côté et les clients finaux de l'autre, avec un côté assez conflictuel. Enfin, on voit le cas d'Amazon, on parle pas mal en Europe, aux États-Unis, où les marques se retrouvent un peu coupées de leurs clients, ne récupèrent plus ou moins de données, ont plus de mal à fidéliser les clients. Comment, vu de l'intérieur, vous, comment vous gériez cette situation, quoi? Alors, c'est pas du tout, pour le coup, c'est les plateformes type Lazada ou en Asie de manière générale ont une philosophie assez différente. Donc, ce qui prime sur, je dirais, Amazon, ce qui est le plus important, c'est le produit et c'est le moteur de recherche. Et quand tu cherches un produit, ensuite, tout est fait autour du produit. Tandis que sur les plateformes de type Lazada, ce qui est important, c'est le seller ou la marque. Donc le shop, la boutique du vendeur est très très importante. Et il y a beaucoup plus d'importance qui est mise sur le vendeur, sur le mettre en avant, sur envoyer du trafic, envoyer des clients dans sa boutique en ligne sur Lazada, et qui après le vendeur doit gérer ses clients. Donc la philosophie est très différente et il y a beaucoup plus de possibilités sur une plateforme type Lazada de développer sa marque. Et il suffit de regarder, je dirais, de browser ou de regarder le parcours client sur ces plateformes pour s'en apercevoir que c'est assez différent d'Amazon. Donc là-dessus, la philosophie est très différente et on met beaucoup plus je dirais, d'accent sur la possibilité donnée aux marques de développer leur propre présence. Hein, ça, c'est très clair. Mmh, d'accord. Et vous étiez sur une activité qui était profitable? Enfin, je veux dire, bon, je comprends bien qu'il y avait des grosses levées de fonds parce qu'il fallait prendre le marché. Mais si on regarde l'exemple d'Amazon, qui est sûrement un peu en avance, de ce que je comprends, Amazon, par exemple, on voit que l'activité cloud, tout ce qui est web services, ça représente une majorité des profits d'Amazon qui gagnent beaucoup moins en proportion avec le côté e-commerce. Est-ce que chez un Lazada, on retrouvait ce genre de situation où en fait on prend un marché mais qui n'est pas très profitable et il faut trouver d'autres sources de revenus? Quel est le business model? Ouais, alors Lazada fait partie du groupe Alibaba, hein, donc dans ce cadre-là, extrêmement profitable. Vous pouvez le voir tous les quarters. Alors je dirais en Asie du Sud-Est, c'est un marché qui aujourd'hui d'une année à l'autre fait plus que doubler. Et donc c'est la taille du marché qui double aujourd'hui. C'est absolument énorme en termes de croissance. Donc on est sur des taux de croissance qui sont beaucoup plus importants que ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Hein. Et donc ça, c'est lié par le fait que le marché total se développe et le marché du e-commerce se développe encore plus vite parce que c'est comme ça que les clients ont accès en fait à la consommation. Donc il y a des effets boule de neige très très forts. Dans ce cadre-là, sur ce type de marché qui a une croissance telle, il faut investir pour construire le marché. Donc c'est, je dirais, Lazada, comme les autres plateformes, sont toujours en phase d'investissement pour construire le marché. Mmh.
Ok, ok, très bien. Tu commençais à parler donc de créer sa marque sur une plateforme pour un vendeur. Donc tu fais un peu peut-être le lien, la transition avec ton activité actuelle. Mais peut-être je te laisse nous reprendre le fil un peu de chronologique. Donc voilà, comment ça s'est fini avec Lazada et arrivons à Branded, si tu veux bien. Oui, donc Lazada en fait a été donc racheté par Alibaba en 2017. Ensuite, il y a eu une période d'intégration assez longue où la plateforme a été intégrée au sein du groupe Alibaba, donc que ce soit en termes de technologie, en termes de certains processus, de l'intégration des réseaux logistiques. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est moi qui ai fait en tant que CEO, c'est un petit peu je dirais ce dont je me suis occupé. Mhm. Euh, et donc ça s'est terminé en l'été dernier. Et, la, Et et, la, la poli- j'avais et Alibaba, enfin travailler comme ça, on a parlé donc le côté rachat, mais à travailler avec Alibaba qui a la réputation d'être une entreprise assez spéciale. On a eu un témoignage sur le podcast de Yacine, un spécialiste de la fintech qui a travaillé, je crois, chez Alibaba et chez Alipay, qui nous disait qu'il avait changé 12 fois d'équipe en un an de mémoire. Donc est-ce que c'est une entreprise qui sort autant de l'ordinaire quand toi, tel que tu l'as vécu, toi, de travailler avec Alibaba pour son intégration? Ah oui, c'était une expérience fantastique. Euh, Alibaba, faut bien comprendre, en Chine a une place extrêmement forte dans l'économie chinoise. Le e-commerce en Chine, c'est 30-35% 30-35% du retail est en digital et Alibaba a plus de 50%, 60% je crois, ou 65% de part de marché là-dedans. Et donc, et ensuite, si on ajoute la partie paiement, ça a ça fait partie de la fabrique de l'économie de manière très très forte. Et donc, à ce niveau-là, travailler avec Alibaba, bah, c'est extraordinaire parce on a c'est une plateforme qui a une place qui est un petit peu nulle part ailleurs. Il n'y a pas vraiment de comparable. Donc, Mhm. être exposé à ça, ils ont donc des moyens et de l'innovation qui est, qui sont incroyables. Donc, exposé à ça, c'était une expérience fantastique. Après, alors moi, je peux pas commenter sur des cas particuliers, mais Ouais, c'est non, aussi c'était des l'entreprise. exemples à donner ou quoi. Enfin, c'est plus. Enfin, parce qu'on Voilà, on comprend que c'est une non, c'est une entreprise entreprise. extraordinaire, mais vu de l'extérieur, on se demande qu'est-ce Non, qui se c'est une passe. Ouais. entreprise aussi. C'est une entreprise extrêmement exigeante Mhm. où la performance est avoir de la performance c'est très important et donc dès que c'est une entreprise que dès qu'il y a quelque chose on pense qu'on peut faire mieux, bah tout de suite on fait les changements et donc c'est en termes de rythme et c'est effectivement parfois euh, c'est assez intense. Ça c'est très clair. Mhm. D'accord. C'est une bonne manière de le résumer. C'est assez intense. Très bien. Et donc, vas-y, reprends le fil. Excuse-moi, je t'interrompais. Donc voilà, et donc moi j'ai terminé mon aventure Lazada après 8 ans. Mhm. Quand j'ai commencé, jamais je pensais que ça durerait 8 ans, donc c'était assez incroyable. J'ai terminé mon aventure euh, pendant l'été 2020, et puis assez immédiatement, en fait, j'ai rencontré donc ce qui sont devenus mes cofondateurs de Branded, qui lançaient cette plateforme pour faire croître les marques. Et voilà. Et donc, mon souhait, c'était de me rapprocher du monde de l'Europe. Donc là, je rentre sur Paris, je vais vivre sur Paris. Donc, on est une famille biculturelle et c'est important pour moi de passer du temps avec mes enfants et ma famille sur Paris, en France, une partie de leur jeunesse. Et donc, c'était un des souhaits que j'avais. Et puis, mon autre souhait, moi, j'aime bien des projets entrepreneuriat, j'aime bien les projets dans le monde digital, dans l'e-commerce en particulier, que je connais très bien, et puis surtout des projets très très ambitieux. Et donc, c'est pendant l'été, quand j'ai rencontré les autres cofondateurs de Branded, j'ai tout de suite été séduit, et puis on a démarré, et on a lancé officiellement en janvier la société. Voilà. D'accord. Et donc, Brandon, donc, alors, vous rachetez des marques sur Amazon pour commencer. Donc, une marque, enfin, donne-nous un exemple concret. C'est des marques pas forcément connues qui se sont développées sur Amazon, c'est ça?
Ouais, nous, ce qu'on notre comment dire notre thèse, c'est que le e-commerce va continuer à croître de manière extrêmement forte dans les prochaines années. Aujourd'hui, sur le marché américain, le e-commerce à 13-14% de pénétration, et tu peux mettre ça en contraste avec le marché chinois qui est à 30. Donc il y a un potentiel de croissance énorme. Et dans le e-commerce en particulier, on pense aussi que les plateformes, donc et Amazon en particulier, vont jouer un rôle de plus en plus important. Et pour répondre à ces changements dans le retail et pour à la fois le shaper et en prendre parti, on pense qu'il faut réinventer les entreprises de consumer goods et qui soient donc plus modernes, online, multiplateformes et complètement globales dès le premier jour. Et donc nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut créer un nouveau type de consumer goods company, et on va le faire non pas en lançant les marques directement, mais en les acquérant et en les faisant croître, les scalant dans le e-commerce. Alors on se focalise sur les marques d'Amazon parce que la plateforme est absolument a une part de marché énorme, et on pense que c'est l'endroit où les futures marques vont émerger. Mmh. D'accord. Donc on parle de marques qui sont sur Amazon. Alors je crois que vous communiquez sur les marques que vous avez déjà achetées, s'il y en a déjà, mais j'ai regardé un peu la concurrence. Il y a d'autres entreprises qui sont un peu sur le même créneau, et je voyais que c'était un peu on va dire entre guillemets, des gadgets à la mode qui rachetaient. Donc un pistolet masseur, c'est weighted blanket, ces couvertures qui pèsent lourd, là, ce genre de choses. Donc typiquement, c'est un peu des gadgets à la mode où les gens ont développé sur Internet et sur Amazon en particulier une marque autour de ce que j'appelle des gadgets, quoi. Enfin, il y a rien de négatif dans ce terme. Et qu'est-ce qu'elles ont? Donc elles ont une certaine marque, mais une notoriété qui est quand même pas énorme. Donc, c'est encore dans l'écosystème Amazon. Elles ont quoi, la capacité, un bon produit, j'imagine, une présence sur Amazon avec plein de reviews, etc. Un compte Amazon solide, aussi une capacité à sourcer en Chine et à gérer ses produits, la logistique. Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse dans les marques? Comment vous les sélectionnez? Oui, alors nous on est. Si vous êtes sur le même domaine, j'ai cité l'exemple de la concurrence. Je sais pas quel type de marque vous faites. Oui, alors nous on se focalise sur, je dirais, des marques qui sont en beauté et personal care. D'accord. On se focalise sur tout ce qui est santé et nutrition, et on se focalise sur tout ce qui est cuisine et design. Mhm. Ensuite, on fait aussi du sport et puis les loisirs, sport et loisirs. Donc ça, c'est les quatre domaines dans lesquels on se focalise. Et donc on cherche des marques où les consommateurs peuvent avoir une connexion avec les produits. Où l'enthousiasme, je me dirais, la découverte sociale va driver le parcours client. Donc ça, c'est vraiment là-dessus sur quoi on se focalise. Alors nous, généralement, on ne regarde pas trop les produits un peu commodity, et on regarde pas trop aussi les produits qui sont un peu fad, donc les gadgets comme tu dis. Mm-hmm. C'est pas notre priorité. Alors, après, c'est toujours pareil, c'est que si on a une belle opportunité avec une marque émergente, qui s'est peut-être construit sur un ou deux gadgets, mais on voit qu'il y a l'opportunité de construire quelque chose de stable, c'est aussi quelque chose qu'on va regarder, bien évidemment. Hein, donc, on vend aussi des pistolets de massage. On a ce produit dans notre le fameux pistolet de massage. Oui. Voilà, le fameux pistolet de massage. On a ce produit aussi dans nos portefeuilles. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas forcément nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est à construire des marques dans le temps. Mm-hmm. C'est ça notre. D'accord. Parce qu'on voit l'émergence d'un nouveau type d'entreprise, quoi. Moi, je m'étais intéressé un peu au domaine. Tu me dire dans quelle mesure ça on peut comparer, mais avec donc il y a Empire Flippers, il y a Flippa, il y a des plateformes qui existent déjà depuis quelques années
et qui était donc un peu l'équivalent d'un eBay ou ce type de choses pour acheter et vendre des plateformes pour vendre des assets digitaux. Donc ça pouvait être des comptes Amazon, mais aussi des sites e-commerce, des applications, enfin voilà tous ces nouveaux assets digitaux qui émergent ces dernières années et qui sont en gros des entreprises que les gens créent et qui, comme toute entreprise, peut avoir besoin d'être achetées et vendues, quoi. Donc je m'étais intéressé à ça et j'avais vu qu'il n'y avait pas grand-chose en France, en France et en Europe, il n'y avait pas d'acteurs encore très matures. Mais donc, est-ce que tu confirmes un peu cette intuition que voilà, il y a ce nouveau type d'asset et donc il faut inventer des nouvelles méthodes pour accompagner ces entrepreneurs, comme ça existait dans l'ancien monde non digital, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on est souvent, en tout cas il y a quelques années, quand on a un business qui est purement digital, sur les plateformes, sur Amazon, il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités pour faire un exit. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit ces assets digitaux, en fait, de la valeur. Et donc, il y a un marché qui se crée. Et donc, ça va avoir un effet très positif et boule de neige parce que si ce type de business, il y a une possibilité de faire je dirais une sortie, de vendre son business, ça va attirer d'autres entrepreneurs, ça va attirer du capital, à la fois du capital pour acheter, mais il faut aussi du capital pour lancer ces business. Donc, ce qui va encore plus renforcer la croissance du digital et de ce type d'acteurs. Mhm. D'accord, ouais, non, bah forcément, les investisseurs cherchent des exits, donc si tu leur offres une possibilité d'exit sur des marchés comme ça en pleine croissance, ça va suivre, il y a pas de souci. Et donc, toi, donc on peut regarder sur ton site internet, d'ailleurs, c'est joinbranded.com, donc join comme joindre, quoi, JOIN, branded.com. Et donc, tu as toute une partie Our Process où tu expliques très bien comment vous travaillez avec les marques, etc. Donc au niveau c'est vraiment comme un investisseur qui rachète une marque et comment tu ensuite les faire croître, c'est ça? Parce que l'idée c'est pas vous de les revendre, quoi. Vous voulez quoi, constituer une sorte de groupe de marques où il y a quand même une idée vous de les revendre à terme. Quelle est la stratégie plus de long terme dans laquelle vous vous inscrivez? Non, on veut construire un nouveau type de compagnie. Donc, on n'a pas vocation à revendre nos marques. On va racheter les marques et les faire croître, effectivement. D'accord. Ok. Donc si on a des auditeurs qui ont des marques qui correspondent aux différents verticales que tu as cités, sur Amazon exclusivement, ou tu peux t'intéresser aussi au e-commerce quand même? Non, on fait les deux. Alors, Ouais. aujourd'hui, on regarde je dirais, premièrement Amazon parce que notre plateforme, nos opérations je dirais, faites pour supporter et pour scaler des marques qui ont émergé à partir d'Amazon. Mais on n'est pas restreint là-dessus. On va regarder un petit peu tous les acteurs, surtout à partir du moment où ils ont une présence sur Amazon. C'est quelque chose qui nous intéresse. D'accord. Et j'imagine que vous offrez des deals où vous rachetez les marques, mais les fondateurs peuvent garder un peu d'equity et bénéficier de la croissance que vous allez offrir avec vos moyens, quoi. Est-ce que c'est ça l'idée? Exactement. Alors après, il y a différents types en fonction de ce que veut le, le fondateur. On a différents types on peut être très flexible sur nos, je dirais nos deals, la structuration de nos deals. Ça dépend de ce que veut le fondateur. On a des fondateurs qui sont restés avec nous, il y a des fondateurs qui exitent complètement, il y a des fondateurs qui veulent de l'upside dans le futur, donc il y a des fondateurs qui disent non, moi je veux du cash maintenant parce qu'ils ont l'idée de créer un nouveau business par derrière et donc ils ont besoin de cash aujourd'hui pour investir dans leur futur business. Donc il y a différents, en fonction de ce que l'entrepreneur souhaite, on a différents types de structures de deal qui en résultent. Mhm. Ok, très bien. Donc bon, le message est passé, hein. Si des entrepreneurs nous écoutent et sont intéressés, ils peuvent aller voir sur johnbranded.com. Il y a pas mal d'informations. Tout cela est très clair. Mais on arrive déjà à la fin. On a décidé de faire un épisode plus court. Là, le dernier épisode que je diffuse dure 2 heures. Donc, je te remercie Pierre d'être concis et synthétique. Et on va essayer de tenir là, une quarantaine de minutes. C'est pas plus mal. Mais donc pour conclure, est-ce que tu peux nous partager, faire un peu le fruit de toute cette expérience? Est-ce que tu en retires une astuce ou une aventure? Comment hacker ou craquer l'Asie du Sud-Est, j'ai envie de dire, vu que c'est ton domaine de prédilection? Ouais, je pense que pour moi, en fait,
les gens qui ont du succès en Asie du Sud-Est, ce sont les gens qui ont un amour et une passion pour la région, un amour et une passion pour la culture, pour les différents pays qui s'ancrent dans cette région. Et je pense que c'est le plus important. Si on voit l'Asie du Sud-Est juste comme une business opportunity, je pense pas que ça va donner du succès. Je pense que il faut avoir la volonté de développer quelque chose pour la région et de quelque part de faire avancer le progrès ou de faire avancer les choses pour la région et d'avoir une passion pour cette région. Et je pense que quand c'est le cas, c'est très communicatif et vous allez pouvoir bouger des montagnes dans cette région. Mmh. D'accord, ouais. Ça me fait penser un peu au discours que je tiens sur l'apprentissage du chinois. Que voilà, il vaut mieux apprendre le chinois par passion que juste pour se dire je vais faire des affaires en Chine, quoi. Donc dans l'idée, tout à fait d'accord. Très bien. Exactement. Bon, bah Merci, Raphaël. on va s'arrêter là. Je te remercie, Pierre, et donc bonne chance pour la suite avec Branded qui ne fait que commencer, mais projet fort ambitieux. Donc j'espère avoir la chance de te réinviter d'ici peut-être 1 ou 2 ans pour voir où vous en êtes. Ça va avancer vite, j'imagine. Ouais, exactement. Très bien. Merci, Raphaël. Salut, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette discussion vous a plu autant qu'à moi. Avant de vous quitter, je voudrais remercier les auditeurs qui m'ont apporté leur soutien sur Patreon. Je me suis fixé l'objectif personnel d'atteindre au moins 100 épisodes avec ce podcast. Ça représente beaucoup de travail. Donc si vous aimez Sésamazie, si ce podcast vous apprend des choses et que vous voulez le soutenir, vous pouvez me donner un coup de pouce sur patreon.com, Patreon, P-A-T-R-E-O-N, patreon.com/Sésamazie, le lien est dans la description de l'épisode. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de soutien, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et je vous retrouve au prochain épisode.